Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc, très heureux d'être parmi vous ce matin. On est en tournée dans le secteur depuis hier matin. On était à Auch hier matin, Montauban après-midi et aujourd'hui ici à Boë dans la Genève. Alors, comment ça a commencé cette histoire? Ce livre, c'est en fait 4 années de travail. Un travail qui a commencé effectivement par les commissions d'enquête parlementaires au Sénat, puisqu'en janvier 2012, point de départ, notre groupe, dans ce qu'on appelle le droit de tirage, a proposé la création d'une commission d'enquête sur ce sujet magnifique de l'évasion fiscale. On était loin d'imaginer à l'époque tout ce qu'on allait découvrir et comprendre, bien sûr, mais on avait quand même en tête un objectif double à la création de cette commission d'enquête. Le premier objectif, c'était de démontrer qu'il y a, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis de nombreuses décennies, qu'il y a de l'argent dans nos sociétés pour financer son fonctionnement, pour financer l'éducation, la santé, le logement, enfin tout ce qui fait que le monde est un peu plus civilisé. Ça, c'était la première idée. Je dois dire qu'on n'a pas été très déçus. Et le deuxième objectif, c'était de démontrer aussi que les fraudeurs ne sont pas nécessairement ceux qu'on nous désigne régulièrement dans les médias, fraudeurs aux allocations, au RSA, etc., qui existent, quelques centaines de millions d'euros chaque année, mais on est très loin des chiffres de l'évasion fiscale, j'en parlerai après. Alors une commission d'enquête, comment ça fonctionne? C'est 21 sénateurs de toute sensibilité qui se rassemblent pendant 6 mois pour mener un travail d'investigation sur un sujet qu'on a choisi, donc en l'occurrence là c'était l'évasion fiscale. Toutes les sensibilités y sont présentées, donc comme c'est mon groupe au Sénat qui a proposé la création de cette commission d'enquête, la fonction du rapporteur revient au représentant du groupe en question. C'est comme ça que je me suis retrouvé 4 mois après mon élection au Sénat, rapporteur d'une commission d'enquête. Alors, les travaux consistent essentiellement en des auditions. On sollicite un tas de personnes, les services de Bercy, les journalistes, des ONG, des spécialistes des impôts, enfin voilà, toutes sortes de personnalités compétentes à différents titres. Alors, l'intérêt, c'est que ces personnes ne sont pas invitées, elles sont convoquées, et on est obligé de se présenter devant une commission d'enquête parlementaire, sauf cas de force majeure, santé ou autre. Et le deuxième point qui est aussi important juridiquement, c'est que les personnes qu'on auditionne témoignent sous serment, comme au tribunal. Le président de la commission d'enquête les présente, et les fait se lever et prêter serment en levant la main droite en disant « je le jure, dire la vérité ». Rien que la vérité, mais toute la vérité. Donc, ça veut dire que si on est convaincu de parjure dans les années qui suivent, on peut être poursuivi par le Sénat pour parjure devant une commission d'enquête. Donc, c'est quand même un outil sérieux. Donc, on a auditionné au total 130 personnes. On a fait quelques déplacements, pas très exotiques. On n'est pas allé aux Bahamas, ni aux Bermudes, ni aux Caïmans. On aurait pu, mais bon, soucieux dédaigner la République, nous sommes allés beaucoup plus prosaïquement en Suisse, en Belgique, à Jersey, à Londres aussi pour ma part. Voilà, donc des déplacements assez proches, mais c'était pas ça l'objet, mais ce qu'on a vu et découvert était suffisamment éloquent pour éclairer notre lanterne. Alors, on a fait 3 constats, essentiellement, en termes de ces travaux. Le premier constat, évidemment, ce sont les chiffres. Alors, il n'y a pas un registre officiel des chiffres de l'évasion, mais il y a quand même des études sérieuses, convergentes, sur lesquelles tout le monde tombe d'accord, et on estime que chaque année, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, coûte au budget de la République entre 60 et 80 milliards d'euros. Alors, pour situer ça dans le budget de la France en 2016, c'était 300 milliards en recettes et 370 environ en dépenses. Donc voilà, chacun sait compter, ça veut dire que le déficit de 2016 était autour de 70 milliards d'euros, exactement dans la fourchette des pertes d'évasion fiscale entre 60 et 80. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu budgétaire évident à s'attaquer à ce problème, parce que imaginons que d'un coup de baguette magique, il n'y ait plus d'évasion fiscale, eh bien il n'y a plus de déficit. Et s'il n'y a plus de déficit, évidemment, on change complètement la logique à l'œuvre dans nos sociétés depuis de nombreuses années maintenant, où on nous explique qu'il n'y a plus d'argent et que donc il faut réduire la dépense publique et que donc il faut accepter que les collectivités aient moins d'argent, etc., etc. Donc l'austérité, elle s'explique comme ça. Il faut d'abord réduire la dépense publique parce qu'il faut d'abord réduire la dette. Mais la dette, c'est pas un problème d'excès de dépenses, c'est surtout un problème de déficit de recettes qu'on ne va pas solliciter, et notamment du côté de l'évasion fiscale. Donc il y a un enjeu politique essentiel autour de ça. Ça, c'est les chiffres pour la France.
Après, on va s'intéresser à l'Europe, l'Union européenne, 28 États membres, enfin 28 pour l'instant, peut-être 27 dans quelques temps, quand le Royaume-Uni nous aura quittés. Pour l'Union européenne, on estime les pertes de l'évasion fiscale pour les 28 États membres à 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros, c'est un peu plus de 4 fois le budget annuel de l'Union européenne, qui est à 240 et quelques milliards aujourd'hui. Donc c'est un chiffre évidemment très important. Et en creux, on comprend aussi que la France n'est pas le seul pays à être touché par l'évasion fiscale, parce que parfois, même si personne ne peut justifier publiquement l'évasion fiscale, certains essaient d'en expliquer les causes, en disant, du côté des libéraux essentiellement, quand même la fiscalité en France, elle est excessive, le matraquage fiscal, vous avez entendu ça, on paye trop d'impôts, etc., etc., etc. Et donc, on peut comprendre parfois que certains essaient d'échapper à cette pression insupportable. Non, ça c'est du discours pour délégitimer l'impôt, on en reparlera dans le débat. Donc tous les pays de l'Union, sans exception, sont touchés par ces phénomènes d'évasion fiscale et ça coûte 1000 milliards chaque année. Dernier chiffre à l'échelle planétaire, parce qu'évidemment le problème il est planétaire, c'est pour ça que nos propositions prennent aussi cette dimension planétaire. Il y a une étude sérieuse qui a été faite par un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman, qui est français mais qui enseigne à l'Université de Londres. Il a fait un travail d'inventaire, de répertoire de ces sujets. Il estime que 8% de la richesse mondiale est gérée dans les territoires qu'on appelle offshore en anglais, les paradis fiscaux. Alors 8%, ça paraît pas énorme, mais 8% de la richesse mondiale que l'on estime à 75 000 milliards de dollars chaque année, ça fait quand même 5 800 milliards de dollars gérés dans les territoires offshore dans le monde, les paradis fiscaux. Voilà pour les constats chiffrés. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'évidemment pour s'évader, c'est beaucoup plus compliqué que la valise remplie de billets en traversant le lac Léman. Bon, ça se fait encore un peu, mais les systèmes sont beaucoup plus sophistiqués que cela aujourd'hui, et donc on a besoin d'un peu d'aide pour s'évader. Et dans les systèmes de l'évasion, évidemment, il y a les banques qui sont au cœur de ces systèmes. Les banques, et les banques françaises, sont certainement pas les plus vertueuses du monde. Elles disposent, comme régulièrement on nous en informe, de centaines de filiales dans les paradis fiscaux dans le monde. Par exemple, un exemple me vient à l'esprit, la Société Générale, qui est la deuxième banque française, dispose d'une filiale aux Bermudes, du côté des Caraïbes, là-bas. J'ai vu ça dans les Échos, c'était le 1er juillet 2014. Une filiale de la Société Générale aux Bermudes qui fait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros avec 0 salarié. C'est merveilleux. Faire du chiffre sans salarié, c'est le bonheur absolu du MEDEF. On n'est pas embêté, on gagne de l'argent, il n'y a pas de salarié. Voilà. Ça, c'est une réalité d'évasion fiscale. On est dans le virtuel, l'activité fictive, mais voilà un exemple. Il y en a plein d'autres. Donc les banques françaises sont très présentes dans les paradis fiscaux, malheureusement, comme toutes les banques, les grandes banques mondiales, bien sûr. Il faut les avocats fiscalistes, les professions du chiffre, les cabinets d'audit et de conseil, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Personne ne s'appelle marchand d'évasion fiscale, bien sûr. C'est discret, c'est pas écrit sur la façade. Cabinets d'audit et de conseil, il y en a 4 grands dans le monde. On les connaît de nom, KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte Touche Tohmatsu. On les appelle les Big Four en anglais. 4 grands cabinets mondiaux qui organisent, notamment pour les multinationales, les grands groupes. C'est pas le boulanger, le plombier du coin, ça. C'est des très grands groupes, le très très haut du panier, qui optimisent son impôt comme on optimise sa consommation de carburant. Mais ça, c'est vertueux. Donc voilà, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de science et de technique et de complexité qui permet tout ça. C'était le deuxième constat. Le troisième constat, il est plus politique, et l'actualité régulièrement a illustré, parfois de manière spectaculaire, cette réalité, c'est la très grande proximité, pour ne pas dire connivence, dans certains cas, entre certains responsables politiques de très haut niveau et le monde de la finance, qui fut désigné un jour comme l'adversaire ultime. Ben oui, c'est une réalité. Il faut des connivences, il faut des complicités, il faut des coups de main, il faut des... Voilà, on travaille ensemble pour défendre l'intérêt de la finance, dans certains cas. Alors, on a tous en tête l'exemple de l'ancien ministre du Budget, qui n'est pas très loin d'ici, donc il y avait la charge notamment de cette fonction de combattre l'évasion fiscale, et puis dont on découvrit un jour qu'il avait un compte dissimulé en Suisse, puis à Singapour. Ça a fait des dégâts considérables dans l'opinion et dans la République, vous le savez malheureusement. On peut citer l'exemple de M. Juncker, Jean-Claude Juncker, qui préside aujourd'hui la Commission européenne. Lorsqu'il fut Premier ministre du Luxembourg il y a quelques années,
il a fait des cadeaux fiscaux, des rescrits fiscaux, ça s'appelle comme ça, les rulings en anglais, à Ikea, à Starbucks, à Google, pour attirer au Luxembourg les capitaux de ces grands groupes, pour les soumettre à un impôt très léger, et il a fait perdre des milliards d'euros à ses partenaires européens. Et donc, en remerciement de cette magnifique action humanitaire, M. Juncker, aujourd'hui, préside la Commission européenne. Quel message on envoie? Comment va-t-il combattre l'évasion fiscale, ce monsieur, au-delà des discours? Et puis, il a remplacé M. Barroso, José Manuel Barroso, hein, qui n'est pas à Pôle emploi, vous le savez. Il a été embauché chez Goldman Sachs, la plus grande banque du monde, l'Empire. Goldman Sachs qui a une responsabilité directe dans la crise des subprimes en 2007, hein, qui a prêté de l'argent à des Américains dont on savait pertinemment qu'ils n'étaient pas solvables, mais la banque s'en fout, puisque s'ils récupèrent par l'argent, ils récupéreront la maison, donc ils ne sont jamais perdants. Donc les gens n'ont plus de maison, ils continuent à payer, ils sont dehors, mais la banque, elle, s'en est sortie. Ça, c'est Goldman Sachs. Goldman Sachs qui a également triché sur les comptes de la Grèce avant l'entrée de la Grèce dans la zone euro. C'est eux qui ont fait l'audit en toute indépendance et en toute expertise de la situation financière de la Grèce. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème, la Grèce peut rentrer dans la zone euro. Patatrac. Quelques années plus tard, on sait ce qu'il est advenu à la Grèce et on sait ce qu'on leur impose aujourd'hui. Malgré le vote démocratique du peuple grec qui a dit nous on veut une autre politique, on leur a dit c'est pas possible, messieurs, il faut payer la dette, il faut payer. Et si vous ne payez pas, on ferme le robinet et vous ne pourrez plus payer vos fonctionnaires, inclinez-vous. Voilà, c'est. Le pouvoir a changé de place, le pouvoir n'est plus dans les assemblées, et pas même les gouvernements, il est dans les conseils d'administration des grandes banques, PCE et toutes les grandes banques, comme la Goldman Sachs. Donc voilà, les connivences sont claires, au grand jour. On pourrait citer d'autres exemples de hauts fonctionnaires français qui quittent des postes prestigieux à Bercy pour rejoindre ensuite des fonds d'investissement franco-chinois. Je pense au directeur général du Trésor, M. Bruno Bézard, qui a démissionné du poste le plus prestigieux de Bercy, directeur général du Trésor. C'est le poste le plus important après le ministre. Ce monsieur haut fonctionnaire, compétent, a démissionné pour rejoindre un fonds d'investissement franco-chinois qui s'appelle Cathay Capital, qui a certaines activités aux îles Caïmans. Découvre-t-on un jour. Voilà. Donc tout ça, des exemples comme ça, il y en a des tonnes, en France et ailleurs, qui démontrent bien qu'il y a de la complicité, il y a de la connivence, et voilà, ça explique une partie de la mollesse de la lutte contre l'évasion fiscale. Alors, un paradis fiscal, Alain et moi sommes allés en Suisse, moi je suis allé à Jersey, personne ne dit « nous sommes un paradis fiscal ». Tout le monde s'en défend. Hein, à Jersey, ils étaient un peu agacés quand on employait l'expression « paradis fiscal », mais non, nous ne sommes pas un paradis fiscal, monsieur le sénateur. Nous sommes une place financière offshore internationale. Évidemment, ça présente mieux les choses. Voilà. Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Il y a 4 critères, très simples. Évidemment, le premier critère, il est fiscal. Un impôt très faible, voire nul. À Jersey, l'impôt, c'est 0. On ne peut pas faire mieux. Bermude, c'est 0. L'Irlande, c'est 12,5 l'impôt société. Nous, on est à 33,3. Enfin, on était jusqu'à l'an dernier, mais là, le projet de loi de finances l'a ramené à 28%. Là, vous voyez les effets du dumping fiscal. On fait le petit marché, on baisse l'impôt société, mais s'il n'y a plus d'impôt, comment on va construire cette salle, les hôpitaux, les routes, les écoles, comment on va financer tout ça? Qui va payer? Ça, c'est une question. On y verra dans le débat tout à l'heure. Et donc, c'est ça, le critère fiscal, évidemment, c'est le premier. Où je peux aller pour payer le moins d'impôts possible? C'est ce que Apple, ceux qui font les petits téléphones merveilleux, là, qui est un outil fabuleux, que je ne jette pas à la poubelle, mais Apple, c'est un groupe américain qui pèse 200 milliards de dollars. Oui, c'est des entreprises qui pèsent plus qu'un pays comme le Portugal, par exemple, oui, pour donner l'échelle du pouvoir. Ce seul groupe pèse ça. Et donc, Apple avait implanté son siège en Irlande pour des raisons fiscales. Et donc, vous avez entendu parler quand l'affaire a éclaté au mois d'août dernier, l'Union européenne a dit à Apple, vous devez payer ce que vous devez à l'Irlande, 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. Alors, 13 milliards d'euros, c'est quand même pas une petite somme, parce que l'Irlande, c'est 4,5 millions d'habitants. Le budget de l'Irlande, c'est 64 milliards des recettes. Donc le seul groupe Apple, c'est pratiquement 20% des recettes fiscales de l'Irlande. Ce seul groupe-là. Et quand l'affaire a éclaté, j'ai lu un article dans un journal le journaliste disait, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous, avec ces 13 milliards? Avec 13 milliards d'euros, l'Irlande aurait pu construire 20 hôpitaux à 650 millions. Un pays de 4,5 millions d'habitants, 20 hôpitaux, imaginez. Et puis on aurait pu tripler le montant des budgets alloués à la construction de logements sociaux en Irlande. Au lieu de ça,
le peuple irlandais, comme tous les peuples d'Europe, subit l'austérité, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il y a des dettes, parce qu'on est endetté, etc., etc. Et tout ça en connivence entre le gouvernement irlandais et Apple, ça se fait sur le dos du peuple irlandais, ça. Hein, t'as pas choisi, eux. Et quand on regarde les chiffres plus précisément, c'est 13 milliards d'euros. En fait, Apple n'a même pas payé un impôt société à 12,5. Leur impôt société, il était à 0,005%. Donc vous voyez le gouffre que ça représente, le trou que ça fait dans les budgets des républiques et des États, et ça se traduit, ça, bien sûr, pour des difficultés et une vie plus compliquée pour les peuples. Voilà. Donc voilà un exemple concret de ce que c'est que les paradis fiscaux. Évidemment, le deuxième critère, c'est le secret bancaire, la confidentialité. En fait, ça veut dire l'opacité. On ne sait pas qui fait quoi et au profit de qui. Hein. Le troisième critère, il est juridique. Il est très facile de créer une société et d'ouvrir un compte en banque dans un paradis fiscal. Ça peut se faire depuis cet appareil-là. Je pourrais faire l'expérience si vous voulez. Bon, on n'ira pas jusqu'au bout, mais on peut choisir un territoire, créer une société, ouvrir un compte en banque. En quelques heures, c'est fait à partir de ce téléphone portable, aussi simplement que ça. Donc ça, sans contrôle, sans complications juridiques, sans dossier de dépôt, sans délai d'attente, etc., etc. De demande de compte à personne. Voilà. Et le quatrième critère, c'est souvent des petits territoires, les paradis fiscaux, parce que on est dans l'entre-soi, il faut se connaître, il faut être en confiance, en connaissance, et donc la complicité entre le politique et l'industrie financière, elle est assumée, elle est même organisée. Il n'y a pas d'enjeu politique, ce sont les politiques en place qui défendent les intérêts de l'industrie financière de l'État en question. Voilà. Alors, pour terminer mon propos introductif, un peu de géographie. Les paradis fiscaux, c'est 50, 60 territoires à peu près dans le monde. Alors, il y a une première zone du côté Caraïbes et Amérique. Les Caraïbes regorgent de paradis fiscaux, c'est les plus spectaculaires, les Caïmans, les Bermudes, les Bahamas, vous connaissez ça, Saint Kitts et Nevis. Les Caïmans, par exemple, c'est une petite île qui se situe au sud de Cuba. Et la capitale, c'est Georgetown. Il y a un immeuble dans la capitale qui s'appelle Hoagland House. C'est un immeuble de 5 étages, c'est pas un très grand immeuble, qui abrite le siège de 12 748 sociétés américaines. Et Obama, en 2008, avant de devenir président des États-Unis, il avait pointé cet immeuble, parce que c'est connu. Il a dit, il y a un immeuble là-bas, Hoagland House, qui abrite le siège de 12 748 entreprises. Écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Évidemment, il n'y a aucune présence réelle, c'est une adresse, c'est une plaque sur une boîte aux lettres. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salarié, il n'y a rien. Il y a du courrier qui arrive, il y a un mec qui vient le relever de temps en temps, point. Mais le fait d'avoir une adresse au Caïmans vous permet à l'entreprise de bénéficier de la fiscalité de l'État des Caïmans, qui est évidemment très très exotique, c'est 0%. Donc c'est efficace. Alors après, vous avez aussi, aux États-Unis même, parce que les Américains, ils sont toujours dans l'ambiguïté, ils sont contre l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts. Ailleurs, bon, mais chez nous, on combat l'évasion fiscale qui fait tort à nos intérêts. Mais on a des paradis fiscaux à domicile aux États-Unis. Il y a 3 États américains qui en sont. Le Wyoming, le Nevada c'est Las Vegas, le casino, d'accord. Et il y a un petit État sur la côte est qui s'appelle le Delaware, le petit État américain qui comprend plus de sociétés enregistrées que d'habitants. Il y a 50% des entreprises de la bourse de New York qui ont leur siège dans le Delaware. 50%, une sur deux, pour des raisons fiscales et judiciaires, juridiques aussi. Et par exemple, j'ai lu récemment, l'Olympique de Marseille vient d'être racheté par un Américain, vous avez vu ça, Frank McCourt, un milliardaire, il y a quelques mois. Donc les matchs vont toujours avoir lieu au Vélodrome, à l'OM, ça ne va pas changer ça. Mais la gestion de l'OM va se faire depuis une holding qui va être implantée dans le Delaware. Voilà, à 6000 km d'ici. Voilà, ça va être organisé comme ça. M. McCourt a décidé que ça se passerait ainsi. Donc tous les milieux sont touchés, tous les secteurs d'activité sont touchés par l'évasion fiscale, le sport, l'art, on en parlera tout à l'heure, l'économie bien sûr, la finance qui a pris le pouvoir s'organise pour surtout pas payer d'impôts et ne pas participer à l'effort de fonctionnement de nos sociétés dites civilisées. Donc voilà, donc ça c'est pour la zone Caraïbes-Amérique. Alors en Europe, on a évidemment des paradis fiscaux qu'il faut. Le Luxembourg, le premier d'entre eux, 550 000 habitants. C'est les champions du monde des fonds d'investissement. Enfin bref, ils sont numéro 2 après les Américains. Et on peut citer la Belgique aussi. On peut citer les Pays-Bas. Les Pays-Bas détient le siège de milliers de holdings internationales. La holding du groupe français Renault-Nissan, par exemple,
est implanté aux Pays-Bas pour des raisons fiscales. Hein. On peut citer l'Irlande, on en a parlé, on peut parler de Jersey, Guernesey, l'île de Man, Monaco bien sûr, qui n'est pas dans l'Union européenne mais qui est sur le continent européen, le Liechtenstein, l'Autriche aussi, enfin bref, on a ce qu'il faut vraiment en Europe, et tout ça c'est l'Union européenne. Hein. C'est l'Union européenne qui désespère les peuples. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui, parce que si on avait commencé il y a 60 ans le chantier européen en fixant l'objectif d'harmoniser fiscalement et socialement l'Europe, on y serait, et on n'aurait pas les phénomènes qu'on vit aujourd'hui, une Europe dont personne ne veut, bien sûr, parce que c'est l'Europe de la jungle. Donc fiscalement, c'est la jungle, et c'est pas prêt de s'arrêter avec ce qu'on est en train de vivre avec Trump et Theresa May, le Brexit, là on en reparlera tout à l'heure. Et puis il y a la zone Asie, aussi, qui a ces petits paradis fiscaux, je pense à Singapour et Hong Kong, hein, sont les plus célèbres. Vous vous souvenez du compte de M. Cahuzac, qui était d'abord en Suisse et qui a été transféré à Singapour et Hong Kong, parce que on est encore moins regardant là-bas sur l'origine des fonds, sur l'identité des titulaires, on ne demande pas trop de comptes. Voilà, donc l'exemple Cahuzac, il illustre ça, et je vais confirmer ça par une anecdote que j'ai vécue à Jersey. On a rencontré à Jersey un monsieur qui s'appelle John Harris, qui est un peu le gendarme de la finance à Jersey, qui vérifie un peu les choses, et je lui ai dit... le gars, il devait valider la création d'un trust. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un trust. Hein, c'est un concept de droit anglo-saxon. C'est une entité juridique fictive qui permet à une personne qui possède de nombreux biens et qui veut les confier en gestion à cette entité qu'on appelle un trust, qui désigne une personne, le trustee, qui va gérer les biens au bénéfice d'une personne qu'il va désigner, un héritier, un cousin, un fils, etc. Pendant une absence, ça remonte à l'époque des croisades, cette histoire-là. Hein, quand les croisés partaient conquérir le Saint Graal à Jérusalem, ça partait quelques années parfois, ils confiaient pendant cette période leurs biens, la gestion de ces biens, à une personne en qui ils avaient confiance. C'est ça que ça veut dire en anglais, trust, c'est la confiance. Donc le Jersey, c'est des spécialistes de la gestion des trusts. Voilà, donc tout le monde peut créer un trust. Il n'y a pas de registre, on ne demande pas de compte, et ce monsieur vérifie quand même les choses. Et donc il a dit, un jour j'ai refusé la création d'un trust, parce que l'argent qu'on nous amenait, ça venait du Japon, et cet argent, il avait des liens évidents avec la criminalité japonaise, donc on a refusé que le trust soit créé à Jersey. J'ai dit, c'est très bien, et qu'est-ce qu'il est devenu? Ils sont partis à Singapour. Voilà, ça s'est pas fait chez nous, ça s'est pas fait ailleurs, on a fermé les yeux, tout va bien. Donc on est dans ce système-là de concurrence, de connivence, de cynisme, voilà. Et donc ça, c'est pour la zone Asie. Donc voilà, en gros, les constats qu'on a été amenés à faire dans ces travaux absolument édifiants. Il y a eu de grands moments, de grandes auditions. Je pense à l'audition du CCFD Terre Solidaire, qui était l'une des meilleures, parce que ce sont des gens qui travaillent depuis des années sur le sujet, ils connaissent parfaitement les choses, ils nous ont vraiment éclairés, apporté des documents. D'autres auditions plus agaçantes, le PDG de la BNP Paribas, pas très à l'aise ce jour-là. Il y avait des dizaines de caméras dans la salle, parce que c'était ouvert à la presse, il y avait une pression sur le dos, il y avait une tension vraiment très perceptible. Celle de M. Oudéa, Société Générale, la main sur le cœur, je lui dis la vérité, toute la vérité, et on sait ce qui est advenu après. Enfin, voilà, vraiment des moments forts comme cela, et ça marque dans une réflexion, mais l'indignation qui est née dès les premières auditions n'a fait que croître et embellir au fur et à mesure des auditions, et jusqu'au bout, nous sommes restés indignés, et quand j'ai échangé avec Alain, ce qui me mettra à lui passer le témoin après, cette indignation, il l'a partagée, et c'est le moteur d'origine de l'initiative qu'on a prise, du bouquin, des réunions, et de ce message qu'on veut porter à connaissance du public depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, merci.